je continue. Voilà, maintenant nous entamons le chapitre des lipides complexes. Alors, ce chapitre de lipides complexes va comprendre les glycérophospholipides et les glycéroglycolipides, les sphingophospholipides et les sphingoglycolipides. Vous remarquerez qu'il y a un radical glycérol. Là, il s'agit d'un alcool toujours, avec un alcool glycérol. Et les sphingophospholipides, sphingoglycolipides, c'est un autre alcool, c'est la sphingosine. Alors, voilà comment on va classer ces lipides complexes. Complexes pourquoi? Parce que nous n'avons plus uniquement du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a apparition d'autres atomes, en l'occurrence du phosphore, très souvent du phosphore, peut-être du soufre, peut-être de l'azote, d'une manière générale, un autre atome différent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, les glycérophospholipides, appelés également phosphoglycérides, vous voyez, glycérides, donc il y aura forcément du glycérol. On a encore du glycérol, mais là, le carbone numéro 1, on retrouve un acide gras. Le carbone numéro 2, on retrouve un acide gras. Mais le troisième carbone, ce n'est plus un acide gras, mais un acide phosphorique. D'accord? Donc, deux acides gras, un acide phosphorique appelé, on met phosphate, c'est un acide phosphorique, et cet acide phosphorique, très souvent, va encore être estérifié par un autre alcool qui est différent. C'est ça, le principe général des lipides, des glycérophospholipides. Alors, l'acide phosphatidique, élément de base, acide phosphatidique. C'est quoi l'acide phosphatidique? C'est cette molécule. C'est cette molécule. Je reviens en arrière. C'est cette molécule sans l'alcool. L'acide gras, glycérol et phosphate. Donc, ça, c'est l'acide phosphatidique. Donc, acide phosphorique ou phosphate, acide gras, et ici le glycérol. Donc, vous voyez, bon, on peut commencer par l'estérification du carbone 3 par l'acide phosphorique, et ensuite les deux fonctions OH du glycérol, ça c'est du glycérol phosphate, et nous allons ensuite estérifier le carbone 1 et 2 par des acides gras. Donc, l'élément de base, je répète, c'est cette molécule qui est l'acide phosphatidique. Le carbone 2 est asymétrique, bien sûr. Les 4 substituants, un substituant, 1, 2, 3 et 4. 4 substituants différents. Je répète, structure, ester de glycérol. Alors, un acide gras et un acide phosphorique, un phosphate. Donc, ça, c'est l'acide phosphatidique. Alors, le premier acide gras, ici, c'est de l'acide palmitique. Ici, c'est de l'acide oléique. Donc, vous voyez, deux acides gras. Je vous l'ai déjà dit, même pour les triglycérides, ici aussi, vous remarquez que l'acide gras qui estérifie le glycérol est insaturé, alors qu'ici, il est saturé. Ensuite, le troisième carbone du glycérol n'est plus estérifié comme pour les triglycérides avec un acide gras, mais avec un acide phosphorique. Et ça donne l'acide phosphatidique, élément de base des phosphoglycérides. Alors, les acides phosphatidiques, je répète encore, acide gras, phosphate. Donc, glycérol, acide gras, phosphate. Liaison ester entre fonction alcool numéro 3 du glycérol et le groupe phosphate ou acide phosphorique qui donne le groupement phosphate. Alors, la tête polaire, elle est réduite au groupement phosphate, c'est-à-dire on a ce côté qui est polaire et tout ce côté, il est apolaire. Donc, tête polaire réduite
au groupement phosphate, il y a une charge négative, d'accord, de cette tête polaire, c'est les phospholipides acides. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupement au moins. D'accord? Alors, les deux acides gras, ce sont des acides gras à longue chaîne. L'acide gras en position 2 est souvent insaturé. L'acidité de la molécule, elle va provenir des 2H+ mobiles de l'acide phosphorique, bien sûr, 2H+. Et au pH 115, les deux fonctions acides sont ionisées. Donc H3PO4, H3PO4 ici, et vous avez ici au moins, et normalement ici aussi au moins. D'ailleurs, l'estérification va se faire à ce niveau. Donc, voilà. L'acide phosphatidique est un second messager intracellulaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Les seconds messagers sont des molécules permettant la réponse à un signal venant de l'extérieur de la cellule ou vers la surface de la cellule. En général, c'est une hormone. D'accord? Elle va se lier à un récepteur membranaire. La liaison entre l'hormone et le récepteur est à l'origine de la libération du second messager. Donc, il va se produire toute une série de réactions, une cascade de réactions qui vont amplifier, qui vont donner encore une réponse beaucoup plus importante au premier signal qui est venu par le biais de l'hormone. Donc, je répète, les seconds messagers sont des molécules permettant la transduction ou la réponse à un signal venant de l'extérieur de la cellule ou vers la surface de cette cellule. En général, le premier signal est une hormone qui va se lier à un récepteur membranaire. Cette liaison est à l'origine de la libération de ce second messager. Je parle par exemple de l'acide phosphatidique. Et ce second messager dans le cytoplasme ou encore dans la membrane. Ce messager secondaire, comme ici l'acide phosphatidique, va entraîner une cascade de réactions qui vont amplifier le premier signal pour aboutir à une réponse cellulaire par rapport à la demande de l'hormone. Alors, les glycérophospholipides, on a vu que la molécule de base, c'est l'acide phosphatidique, mais on va lui rajouter un alcool. Rappelez-vous, la première figure que je vous ai montrée, c'était l'acide phosphatidique, voilà, l'acide phosphatidique qui s'arrête au niveau du P et on lui rajoute un alcool. Alors donc, il y a une estérification, encore une autre estérification. Donc, une première estérification, une deuxième estérification, une troisième estérification, et là c'est l'acide, là c'est des acides, là c'est l'acide qui va être estérifié par un autre alcool. Donc, qu'est-ce que c'est que cet alcool? Alors, justement, voilà les différents alcools que l'on va avoir. Un alcool estérifie le phosphate. C'est une liaison phosphoester. Alors, les principaux alcools. La sérine. La sérine est un acide aminé. Donc, vous voyez, acide aminé, NH3+, CO-. Les acides aminés. Après, vous avez une fonction hydroxylique. Parmi les acides aminés, nous verrons, il y a les acides aminés hydroxylés. D'accord? Et la sérine est un des acides aminés hydroxylés. L'éthanol amine. L'éthanol qui est aminé. Normalement, c'est H3, c'est H2OH. Et là, il est aminé. Le glycérol. Ici, la choline. L'inositol. Toutes ces molécules portent des fonctions OH. Alors, il va y avoir des estérifications avec le phosphate, l'acide phosphorique. Alors, le lipide qui se forme par fixation de l'alcool sur l'acide phosphatidique va déterminer la classe ou l'appellation du lipide. Lorsque l'alcool qui va estérifier l'acide phosphatidique est une sérine, on les appelle les phosphatidylsérines. Lorsque l'alcool est une éthanolamine, ce sera les phosphatidyléthanolamines.
Et lorsque l'alcool est une choline, ce sera les phosphatidylcholines. Lorsque l'alcool est de l'inositol, ce sera les phosphatidyl'inositol. Alors, il faut savoir que les phosphatidylsérines et éthanolamines sont des céphalines et que la phosphatidylcholine, c'est une lécithine. Et les phosphatidyl'inositols sont des inositides. Donc, c'est des classes céphaline, lécithine, inositide. Pourquoi? En fonction de l'alcool qui estérifie l'acide phosphatidique. Alors, regardez les phosphatidylcholines. Vous voyez le glycérol, l'acide gras, l'acide phosphorique et enfin la choline, phosphocholine, liaison ester entre phosphate et choline, acide phosphorique et la choline. C'est un alcool aminé, une fonction amine. Bon, alors quand on va faire le bilan de cette réaction, qu'est-ce qui se passe? On va voir que au niveau du pH de l'organisme, ici c'est un plus, ici c'est un moins. Donc la charge globale est neutre, charge globale neutre. N'oubliez pas qu'à pH de l'organisme, les molécules sont ionisées. Donc, ici, toutes ces molécules OH-, regardez, c'est OO-, NH3+, 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 N, 3 fois CH3, donc c'est plus. Ici, c'est une fonction OH qui va donc se lier à la fonction acide. Donc, j'ai dit, au pH sanguin, les fonctions acides de l'acide phosphorique sont ionisées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un O- de l'acide phosphorique. La fonction OH ici est liée à l'alcool qui est aminé ici. Le plus et le moins vont se neutraliser et la charge globale sera égale à 0. Ici, c'est la même chose. Phospholipides, alors, une remarque quand même, ce sont des phospholipides très abondants dans les membranes animales et les membranes végétales. Ici, les phosphatidylethanolamines, membrane animale et végétale. La même chose, charge globale neutre à pH neutre. Donc, ici plus, ici moins et plus, ça donne 0. Ester entre un groupement phosphate et une éthanolamine. Ensuite, les phosphatidylsérines, c'est autre chose. Alors, ce sont les phospholipides du feuillet interne des membranes. Charge globale négative. Pourquoi? Parce que regardez, la fonction OH de la sérine est liée à l'acide phosphorique. Le O- de l'acide phosphorique est là et le CO- de la sérine est là. Donc, le moins neutralise le plus, mais il reste une charge négative. Donc, la charge globale est négative pour la phosphatidylsérine. D'accord? Ici, on continue. Les phosphatidyl'inositols. Alors, les phosphatidyl, la même chose, charge globale négative. Pourquoi? Parce que nous avons une neutralisation avec les fonctions OH et il reste ici une fonction OH. Vous remarquerez que l'alcool n'est plus aminé. C'est un polyalcool, c'est un hexaalcool cyclique. Donc, vous avez des fonctions OH, l'inositol, beaucoup de fonctions OH, et vous avez l'acide phosphorique qui reste chargé négativement. Donc, la charge globale reste négative. Et cette molécule, très importante au niveau du feuillet interne des membranes, et elle a un rôle, le phosphatidyl'inositol, il a un rôle important dans la signalisation intracellulaire. Alors, j'ai marqué ici l'inositol 1,4,5 triphosphate appelé IP3.
inositol triphosphate est un second messager. Pourquoi j'ai mis ça? Alors, regardez, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais une estérification, non plus avec l'inositol tout seul, je fais une estérification avec un inositol, ici, 4 et 5, 4, 5, donc je rajoute l'inositol 4, 5, 10 phosphates, 2 phosphates, un acide phosphorique va être ici, un acide phosphorique va être ici, donc je n'aurai plus une estérification avec l'inositol et l'acide phosphorique, j'aurai un inositol biphosphate qui va estérifier l'acide phosphatidique et j'aurai donc un acide phosphatidique relié à un inositol biphosphate. Si je coupe avec une enzyme la liaison ici, j'aurai une libération à ce moment-là d'un inositol qui était phosphorylé en 4 et en 5 et qui sera phosphorylé également en 1. Si je coupe ici, et c'est ça l'inositol IP3, 1, 3, 5, donc j'aurai cet acide phosphorique qui se fixe en 1, et comme j'aurai ramené l'inositol qui est phosphorylé en 4 et 5, ce sera l'IP3, inositol triphosphate, 1,4 triphosphate, qui est une molécule extrêmement importante, qui est un second messager intracellulaire. Alors, le phosphatidylglycérol obéit au même principe. L'acide phosphorique ici va être estérifié par du glycérol. Le glycérol ici et le glycérol est là. Personne ne nous empêche de rajouter n'importe quelle molécule d'alcool. Donc, la charge globale ici est négative puisqu'il y a une fonction au moins, un groupement au moins. Et là, le phosphatidylglycérol est un précurseur du surfactant pulmonaire. D'accord? Liaison ester, groupe phosphate et fonction alcool du glycérol. On va revoir tout ça. Le cardiolipide, donc regardez ici. Glycérol, acide gras, acide phosphorique. Donc jusqu'ici, tout ça c'est de l'acide phosphatidique. Et je rajoute le glycérol, c'est le phosphatidylglycérol. C'est ce que j'ai fait ici. C'est le phosphatidylglycérol. Donc, après, donc là aussi, acide gras, acide phosphorique, glycérol. Mais là, je vais encore lui rajouter un acide phosphatidique. Donc, l'acide phosphatidique, c'est un autre glycérol ici. Regardez, qui maintenant, de la même manière, ici, acide phosphatidique, acide phosphorique, et le carbone 3, acide phosphorique, lequel va être estérifié par un glycérol. C'est le même glycérol qui est estérifié au niveau, ici c'est le carbone 1, ici c'est le carbone 3. Si je numérote le carbone 1 ici, le carbone 1 sera estérifié au niveau de sa fonction alcool en numéro 1 par l'acide phosphorique, et son carbone 3, son hydroxyle de la fonction du carbone 3 du glycérol, va encore être estérifié par un acide phosphorique, lequel est lié à un diglycéride. Tout ça, c'est l'acide phosphatidique. En résumé, vous aurez deux acides phosphatidiques et au milieu un glycérol. Donc jusque-là, c'est un acide phosphatidique, et là, c'est du glycérol qui relie les deux acides phosphatidiques. Donc on l'appelle le diphosphatidylglycérol,
Donc, c'est un cardiolipide. Le cardiolipide est un diphosphatidylglycérol dans lequel deux acides phosphatidiques estérifient symétriquement les deux fonctions alcool primaires de la même molécule de glycérol. Donc, cette même molécule est estérifiée maintenant d'un côté par un acide phosphatidique et de l'autre côté par un acide phosphatidique. Les phosphatidylglycérols et les cardiolipides sont présents au niveau des membranes internes des mitochondries où ils sont liés aux enzymes intrinsèques comme la cytochrome oxydase de la chaîne respiratoire. Les phosphatidylsérines, on les a vus tout à l'heure, les phosphatidylsérines sont des céphalines, sont présentes dans les tissus nerveux, dans la gaine de myéline et de charge négative, on les a vus. Alors que les phosphatidyléthanolamines sont des constituants de la membrane interne et de charge neutre. Les phosphatidylcholines, appelées lécithines, se retrouvent au niveau du cerveau également, du foie, du jaune d'œuf. Ce sont des molécules amphotères et bipolaires. Alors, lorsque les alcools aminés sont rajoutés à l'acide phosphatidyl, les lipides complexes deviennent amphotères. Une molécule amphotère, c'est une molécule qui possède une fonction acide et une fonction amine. Leur charge globale, les phosphatidyl, les cholines ou les lécithines ont une charge globale qui est neutre, on les appelle des uitérions. En tant que phospholipides, ces phosphatidylcholines participent à la membrane des cellules. C'est le phospholipide le plus important de la couche externe. Donc, la phosphatidylcholine, c'est un phospholipide abondant au niveau de la couche externe des membranes cellulaires. Le dipalmitoyl phosphatidylcholine, c'est-à-dire que lorsque vous avez le premier acide gras de votre glycérol, l'acide palmitique, le deuxième, un acide palmitique, après vous avez le troisième carbone estérifié par l'acide phosphorique qui est lié à la choline, ça devient du dipalmitoyl phosphatidylcholine, est un surfactant pulmonaire important chez les prématurés, son absence entraînant une détresse respiratoire. Alors, les glycérophospholipides sont ionisés à pH sanguin 7,35, 7,45. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que nous retrouvons des charges différentes. Neutre, c'est un uitérion. La choline, l'éthanolamine, la sérine est négative, l'inositol est négatif, le glycérol est négatif. Les neutres, c'est la choline et l'éthanolamine. D'accord? Charge globale négative, c'est des acides. Alors, phosphatidyle-inositol, phosphatidylsérine, phosphatidylglycérol et l'acide phosphatidique. L'acide phosphatidique, c'est le PA. Toutes ces molécules sont acides et de charge négative. Donc, l'acide phosphatidique, le phosphatidyle-inositol, phosphatidylsérine et phosphatidylglycérol ont une charge globale négative. Alors, les propriétés physiques et chimiques de ces glycérophospholipides, donc il y a un caractère amphiphile. Donc, on a vu qu'il y avait une partie ionisée. Regardez toute cette partie. Elle est polaire. Toute cette partie, c'est un côté qui est très polaire. Donc, ce sont des molécules qui sont amphiphiles, charge ionique. Ils ont des propriétés tensioactives et une solubilité joue un rôle important en tant que substance soluble au niveau des membranes, parce qu'il y a une partie qui est très polaire. Ce sont des molécules donc amphipathiques ou amphiphiles, présentant deux pôles. Un pôle hydrophobe qui est dû aux acides gras et un pôle hydrophile dû à l'ester phosphorique. Encore une fois, toute cette partie est hydrophobe et toute cette partie est hydrophile. Donc, le côté hydrophobe, c'est les acides gras. Le côté hydrophile, il est dû à l'acide phosphorique.
propriétés identiques à celles des savons. Ce sont des émulsionnants. D'accord? Ce sont des molécules amphotères. Elles possèdent à la fois une fonction acide apportée par H3PO4 et une fonction basique apportée par l'alcool aminé. Pour rappel, les molécules amphotères sont porteuses de fonctions acides et de fonctions basiques. Voilà, encore une fois, la représentation grosso modo d'une membrane. Donc vous voyez hydrophile head, hydrophobique tail, la queue hydrophobe et la tête hydrophile. La salle, c'est l'intérieur de la cellule et ça, c'est l'espace extracellulaire à l'extérieur de la cellule. Alors, l'hydrolyse des phospholipides utilise 4 types de phospholipases. Les phospholipases sont des enzymes qui hydrolysent les phospholipides et on a plusieurs phospholipases. Le mieux est que je vous montre le schéma directement. Regardez ici, X c'est l'alcool, l'acide phosphorique, ici acide gras, et là vous avez donc votre glycérol, votre acide gras, et ici votre acide phosphorique qui est lié à l'alcool. Lorsque la coupure se fait à ce niveau, qu'est-ce qu'on va avoir? La phospholipase A1 agit au niveau du carbone 1 du glycérol. Elle va libérer donc un acide gras qui est situé au niveau du carbone 1 du glycérol. Donc libération d'un acide gras. Et le reste va rester attaché. Donc la phospholipase A1 agit en coupant le premier acide gras de votre phosphoglycéride. Alors, je reprends en arrière. Voilà. La phospholipase A1 enlève l'acide gras lié à la fonction alcool primaire du glycérol, libérant un acide gras et un lysophospholipide. Qu'est-ce que c'est que le lysophospholipide? C'est tout ce qui reste attaché. Toute cette molécule qui a perdu son acide gras au niveau du carbone 1 s'appellera lysophospholipide. Donc, ces dérivés, ces lysophospholipides, sont de puissants agents hémolytiques et cytolytiques. Ils détruisent les cellules, ils détruisent les globules rouges. Donc, ce sont des intermédiaires du catabolisme des glycérophospholipides. De la même manière, ici, si je ne coupe pas, la phospholipase A1 agit ici. La phospholipase agit, la A2 agit ici. C'est la même chose. Si l'acide gras numéro 1 reste collé, on enlève l'acide gras numéro 2 avec la phospholipase A2 et le reste sera un lysophospholipide. Idem, la même chose. Donc, je répète, si la phospholipase A2 enlève l'acide gras de la fonction alcool secondaire, c'est-à-dire sur le carbone 2 du glycérol, donnant un acide gras qui était en position 2 relié à un lysophospholipide et un lysophospholipide. Maintenant, si je mets tout ça reste collé et je vais couper ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un diglycéride, un diacylglycérol. J'aurai un acide gras ici, un acide gras ici, et ici une fonction OH, l'alcool primaire du glycérol en position 3 du carbone 3 du glycérol sera libre, et là, j'aurai un diglycéride, et là, de l'autre côté, de l'acide phosphorique lié à l'alcool, donc un alcool qui est lié à l'acide phosphorique, c'est un phosphoalcool. Donc la phospholipase C intervient sur
la liaison ester du glycérol avec le phosphate, elle donne un diglycéride et un phosphoalcool. La phospholipase D, quant à elle, ici, elle va libérer l'alcool et tout le reste, c'est l'acide phosphatidique. D'accord? C'est l'acide gras et l'acide phosphorique ici. On aura libération de l'alcool, donc je répète, libération de l'alcool et de l'acide phosphatidique ou phosphatidate, donc phospholipase D, hydrolysant la fonction ester du phosphate et de l'alcool, libérant l'alcool d'une part, X, et l'acide phosphatidique ou phosphatidate d'autre part. Donc, je répète encore une fois, l'hydrolyse des phospholipides alimentaires lors de la digestion est réalisée par la phospholipase A2 pancréatique. L'hydrolyse des phospholipides membranaires permet la synthèse de médiateurs lipidiques. Une phospholipase A2, ici, au niveau du glycérol, en position 2, je vous ai dit qu'ici, très généralement, il s'agit d'un acide gras insaturé. Et lorsque, ici, c'est de l'acide arachidonique, très souvent, on le retrouve ici, l'acide arachidonique, d'accord? C'est un acide gras à 20 carbone avec 4 doubles liaisons. Et cet acide gras, lorsqu'il est libéré par la phospholipase A2, on va aboutir aux prostaglandines, aux leucotriènes et aux lysophospholipides. Lysophospholipide, c'est ce qui est libéré de l'autre côté. La phospholipase C, elle va conduire au diglycéride et elle donne l'IP3, l'inositol 1,3 triphosphate. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque ici, lorsque vous avez un alcool qui est phosphorylé avec l'inositol ici, pardon, voilà, si j'ai un 4,5 inositol, 4,5 biphosphate qui estérifie cet acide phosphatidique, quand je vais utiliser la phospholipase D, j'aurai libération ici de l'acide phosphatidique et j'aurai, si j'utilise la phospholipase C et non pas la D, si j'ai la D, je vais libérer de l'inositol biphosphate. Mais si j'utilise la phospholipase C, je libère cet acide phosphorique avec l'inositol biphosphate. Il sera triphosphate. C'est l'IP3. Triphosphate. 1, donc 1, 4 et 5. D'accord? Donc, le rôle de toutes ces enzymes est important selon ce que l'on cherche à savoir. Donc, le rôle des enzymes, de ces phospholipases, est extrêmement important. Je répète, l'hydrolyse des phospholipides alimentaires, elle est réalisée par la phospholipase A2 pancréatique. Et lorsque l'on a une phospholipase membranaire, elle va permettre la synthèse, la phospholipase A2, lorsque l'acide gras généralement est de l'acide arachidonique. L'acide arachidonique donne naissance aux prostaglandines, aux leucotriènes, et en même temps qu'il y a libération de l'acide gras, acide arachidonique, qui va ensuite donner naissance aux hormones écosanoïdes, donc ça c'est les hormones à 20 carbone, on aura le lysophospholipide. La phospholipase C est aussi intéressante puisqu'elle conduit à un diglycéride et lorsque l'inositol au départ il est biphosphaté, à ce moment-là, la phospholipase C libérera un inositol qui sera lié à 3 fonctions acides phosphoriques, ce sera triphosphate. La phospholipase D, elle conduit systématiquement à l'acide phosphatidique et évidemment à l'alcool qui est
reliés par la suite. Les glycéroglycolipides. Alors, une remarque extrêmement intéressante ici. Vous voyez que j'ai dit glycéroglycolipides. Alors, les glycéroglycolipides, il y en a qui les classent avec les lipides simples et il y en a qui les classent avec les lipides complexes. Nous avons vu les lipides simples, c'est les stérides, les glycérides et les sérides. Mais les glycéroglycolipides, c'est une classe un petit peu particulière. Je peux les classer avec les lipides simples parce qu'il n'y a aucun atome étranger ici. D'accord? Il n'y a aucun atome en dehors de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone. Mais en même temps, il y a une partie osidique ici. Une partie osidique ici. C'est le bêta-D-galactopyranose. Bon, si vous voulez retrouver le bêta-galactopyranose correctement, il faut jouer sur les symétries et les énantiomères, vous le retrouverez facilement. Donc ici, le bêta-D-galactopyranose relié à votre acide, ici, à votre molécule de glycéride, diglycéride, liée à un 2-diacyl bêta-D-galactosyl-glycérol. En fait, c'est une molécule qui est retrouvée au niveau des membranes des plantes et non pas des êtres humains. Alors, les sphingolipides, deuxième grande partie des lipides complexes, c'est toujours le même système estérification. Ici, il n'y a pas d'estérification à proprement parler, mais nous avons un alcool. Alors, la liaison ici, regardez comment on va retrouver la molécule de sphingosine. Ici, la sphingosine, c'est l'alcool. Alors, pourquoi alcool? Vous avez une fonction alcool ici, une fonction alcool ici. Alors, regardez, comme le glycérol. 1, 2, 3. Vous mettez votre fonction alcool et votre fonction alcool. En carbone 2, vous mettez non plus un alcool, mais une amine primaire, ici, NH2. Après, il faut savoir qu'il y a 18 carbones en tout au niveau de cette molécule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 12. 5 et 12, ça fait 17. Et là, 18. 18 carbones. Une double liaison tout de suite après. Et le reste, il n'y a aucune double liaison. Elle ressemble à la fusion d'un acide gras et du glycérol, mais il y a une fonction amine à la place de l'alcool secondaire. Il y a une insaturation. C'est comme ça que vous allez retrouver la molécule de sphingosine. Il faut la retenir. Donc, c'est comme le glycérol, alcool, mais là, il y a une amine, et puis le reste, il y a 18 atomes de carbone avec une double liaison tout de suite après. D'accord? Voilà, encore une fois, on peut la mettre comme ça, en haut. Carbone 1, carbone 2, carbone 3, donc alcool. Une fonction amine, c'est un alcool aminé. Et puis, vous avez 18 atomes de carbone. Il y a une double liaison tout de suite après. Et vous calculez jusqu'au chiffre 18 pour retrouver votre molécule de sphingosine. Alors, l'alcool, c'est la sphingosine. Vous avez vu tout à l'heure que pour les glycérophospholipides, la molécule de base était l'acide phosphatidique. Rappelez-vous tout à l'heure, l'acide phosphatidique, c'était du glycérol avec 2 acides gras et un acide phosphorique. Ici, nous avons une molécule de base également. Et c'est quoi la molécule de base? C'est le céramide. Le céramide, c'est ni plus ni moins que la sphingosine qui est reliée avec un acide gras. Alors, évidemment, ce n'est pas une réaction d'estérification ici, c'est une liaison amide, c'est entre la fonction NH2 ici et COOH de l'acide gras, donc c'est une liaison amide entre l'acide gras et la sphingosine. Donc, l'acide gras et la sphingosine sont liés par une liaison amide. Les sphingolipides sont abondants dans le tissu nerveux. Le céramide est un second messager intracellulaire. Il faut retenir
j'ai mis l'acide lignocérique. Pour rappel, l'acide lignocérique contient 24 atomes de carbone, c'est le C24,0, il est saturé. Et là, c'est un acide gras saturé à longue chaîne. Là, il s'agit de sphingosine. L'alcool est la sphingosine. Alors, les sphingolipides, ils ont un squelette différent du glycérol, c'est la sphingosine. D'accord? Ensuite, un acide gras, liaison amide. Et puis, il y a une phosphocholine, les sphingophospholipide. Donc, j'ai rajouté encore phospholipides. Regardez ce qui se passe. CH3CH2 12 fois. CH, ça c'est la sphingosine. Après, l'amine est reliée à l'acide gras. Et puis enfin, le carbone numéro 1, il est relié à l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique est relié à un alcool aminé. Céramide plus phosphocholine donne sphingomyéline. Regardez ici encore plus en détail. Bon, ça c'est une... Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Oui, c'est ça. C'est la sphingomyéline. Alors, regardez. Regardez, là c'est la sphingosine. CH2OH normalement, CHNH2 normalement, et le reste c'est la sphingosine. Après, nous avons le NH2 qui est lié à l'acide gras, ça c'est de l'acide lignocérique, qui est lié à l'acide gras. Jusqu'ici, nous avons cette molécule, c'est le céramide. Alors tout ça, c'est le céramide. Après, nous avons l'acide phosphorique qui estérifie la fonction alcool 1 de votre sphingosine. Ça devient de l'acide, de la phosphocéramide. Et puis enfin, l'acide phosphorique qui va encore être estérifié par un alcool aminé qui est la choline. Donc phosphocholine reliée au céramide, ça donne la sphingomyéline. Voilà. Au pH sanguin, on les trouve dans les tissus nerveux. Les sphingomyélines diffèrent selon la nature des acides gras qui composent le céramide. L'acide gras le plus souvent est de l'acide lignocérique. La molécule de sphingosine, c'est l'association d'un céramide et de l'acide phosphorique plus de la choline. Ces lipides sont localisés dans les gaines de myéline du tissu nerveux et la déficience, c'est-à-dire quand on manque d'une enzyme qui s'appelle sphingomyélinase, il y a une accumulation de ces sphingolipides au niveau du cerveau. D'accord? L'action de la sphingomyélinase, c'est de couper la molécule en céramide et en phosphorylcholine. D'accord? Comme quand elle ne se coupe pas pour donner la phosphocholine et le céramide, il y a une accumulation et la déficience. Il faut qu'il y ait cette enzyme sphingomyélinase pour couper justement cette molécule. Et quand elle ne se coupe pas, elle reste accumulée au niveau de la rate et au niveau du foie. Et ce n'est pas bon pour l'organisme. Alors, la sphingomyéline représente 30% des membranes plasmiques. C'est un constituant de la gaine de myéline. Alors, regardez la gaine de myéline, elle est là, la myéline, la gaine de myéline. Sa destruction entraîne la sclérose en plaques. Elle a un rôle structural important. Avec le cholestérol, elle va rigidifier les membranes. Maintenant, comme on a vu les sphingophospholipide, nous allons voir, au même titre que tout à l'heure, les sphingoglycolipides. Sauf qu'ici, les sphingoglycolipides sont extrêmement importants, sont des molécules extrêmement importantes pour l'organisme. La structure, c'est la même chose, sphingosine, acide gras. Après, on n'a plus la phosphocholine, nous avons un sucre. Alors, selon la nature de ce glucide, céramide plus os donne sphingoglycolipides. Alors, on a les cérébrogalactosides ou galactosylcéramides.
qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez, en noir, c'est la sphingosine. Avec son groupement NH, liaison amide avec l'acide gras. Ici, jusqu'ici, c'est le céramide. On est d'accord. Après le céramide, il va être relié ici, c'est une liaison bêta-osidique avec du bêta-galactose. Ce bêta-galactose, sphingosine plus acide gras plus bêta-galactose, s'appelle galactosyl céramide ou cérébrogalactosyl. Le galactose est uni à l'alcool primaire de la sphingosine par une liaison bêta-osidique. La même chose pour le glucose. Cérébroglucide ou glucosylcéramide. Ici, c'est un bêta-glucose avec le céramide. Ici, je n'ai pas précisé la nature de l'acide gras. J'ai mis CH3, CH2N fois COH qui se lie au groupement NH2 de la sphingosine. Et le carbone numéro 1 est lié au bêta-D-glucose. C'est les glucosylcéramides. Après, les gangliosides. Les gangliosides ou oligosylcéramides sont constitués toujours avec de la sphingosine et de l'acide gras, donc du céramide, et une chaîne de plusieurs sucres, plusieurs oses, ou encore de dérivés d'oses, c'est-à-dire les NA, acide, N-acétyl neuraminique ou acide sialique. Donc plusieurs molécules d'acide sialique. L'acide sialique est un dérivé de sucre à 11 carbones. Il provient de la condensation de l'acide pyruvique et du N-acétyl-D-manosamine. Vous allez les voir au niveau des glucides. Le mannose aminé, acétylé avec l'acide pyruvique donne l'acide sialique. Ils sont abondants dans les ganglions, d'où leur nom de gangliosides. Ces oligosides, donc ce sont des oligosides, plusieurs sucres présents, pas beaucoup. Oligo, c'est entre 1 et 10, présents sur la face externe de la membrane plasmique. Ils sont spécifiques, reconnus par des protéines et ils jouent un rôle important dans les antigènes de groupe sanguin. Regardez les gangliosides, donc c'est une association de plusieurs sucres, acide sialique, galactose, galnac, galactose, acétylé, ici acide sialique, galactose, glucose et ici la sphingosine. Donc 60%, 6% des constituants des membranes, 60 gangliosides, on a 60 gangliosides différents. Ils jouent un rôle important dans les phénomènes de reconnaissance entre les cellules par les virus, toxines bactériennes, choléra, jouent un rôle important en immunologie. Par exemple, au niveau des groupes sanguins, l'antigène O du groupe sanguin O, regardez par quoi il est constitué, une sphingosine, acide gras, glucose, galactose N-acétyl, galactose, fucose. Donc c'est une association de plusieurs sucres. Alors, regardez, l'antigène A, c'est la même chose que le O, sauf qu'il y a du galnac en plus, et que l'antigène B, c'est du gal avec du fucose. Donc, jouent un rôle important dans la reconnaissance antigène-anticorps.